Bien, je vais laisser la parole à Monsieur le maire et président de Pleurmel Communauté, Patrick Le Diffon, de nous dire quelques mots. Lui qui connaît très bien le Grand Bassin de Douce pour en avoir exercé la responsabilité. Et il connaît très très bien le GBO. Et en plus, nous sommes sur son territoire, dans un cadre idyllique, avec une chapelle, vous voyez, on se souviendra que c'était une grand-messe. Merci mon cher André. Bon, Monsieur le Préfet, merci de nous honorer de votre présence et surtout de montrer l'intérêt porté par l'État aux actions du Grand Bassin de Douce. C'est quelque chose qui est important et je crois que ce signal est effectivement déterminant et surtout réconfortant pour tous les acteurs de l'eau qui sont là. Merci mon cher Thierry d'être présent. Je sais que le combat de l'eau est un vrai combat pour toi. On a l'occasion de se voir et d'en parler justement dans la tribune du Conseil régional. Je connais ta pugnacité, tu es sur le terrain, tu es un homme de terrain et aussi tu viens apporter témoignage et justement la détermination que tu peux avoir toi et les actions que tu vas mener justement en direction de tous ces acteurs de l'eau. Et c'est bien dans ce sens qu'on travaille. Si je devais citer tout le monde, je dirais j'aurais beaucoup d'acteurs, mais en tout cas je suis ravi de voir que ce large spectre de tous les acteurs de l'eau sont là, du monde agricole au monde environnemental, du monde de la pêche pour les activités loisirs ou des éléments de ce genre. J'ai toujours eu des amis pêcheurs d'ailleurs, comme me l'a dit tout à l'heure le président Sagère. Il y a une chose qui est bien chez Patrick Le Diffon, c'est qu'il fait de la politique, mais il n'a pas oublié qu'il était pêcheur un jour. Et c'est vrai, c'est là-dessus que j'y suis arrivé. Et ça, c'est important. Alors, je tenais à vous accueillir. Je ne vais pas faire le détail de l'opération d'aujourd'hui, dans la mesure où il y aura certainement de meilleurs interlocuteurs que moi pour pouvoir vous l'expliquer. On ne va pas faire de la redite. Je voulais vous accueillir en ce site. Alors, on va dire, c'est original. Une présentation dans une chapelle, c'est pas banal, et comme le disait Thierry Hurlot tout à l'heure, il y a même le confessionnal, mais vous avez pu voir, c'était pas obligatoire. Autrement, on aurait perdu beaucoup trop de temps, je pense, mais c'est ainsi. En tout cas, moi je suis ravi d'être là encore aujourd'hui, bien entendu, pour ces missions à destination de l'eau. Le Grand Bassin de Loust, c'est une grande famille, mais c'est une famille que je connais, que j'ai eu l'occasion d'approcher de très près en tant qu'ancien président, n'est-ce pas, mon cher André. Et quelque part, j'y suis toujours très attaché, et je veille à ce que justement il y ait une bonne continuité d'action, car je connais les acteurs qui y sont et leur détermination, leur volonté d'avancer. C'est pas toujours facile, il y a des éléments moteurs, il y a des choses qui sont pas simples. Le bon partenariat qui est vu avec le monde agricole, merci Laurent, qui est caché derrière moi, d'être présent également, d'être justement le partenaire. C'est bien dans cet état d'esprit qu'on travaille. Et quelque chose, il y a des choses qui avancent, même si dans tous les rangs, il y a des irréductibles. On en a parlé encore tout à l'heure, comme tu le reconnais toi-même, en disant on irait certainement beaucoup plus vite si c'était du 100% véritablement de personnes qui étaient adhérents à ces démarches. Malheureusement, c'est pas toujours simple. Mais c'est valable dans les deux sens, je te l'assure. En tout cas, je vais laisser la parole à un successeur, bien entendu, pour décrire un peu toutes ces choses, en espérant que ces actions puissent véritablement être menées à bien pour obtenir effectivement un résultat qui soit important. Et je tiens encore à remercier les travaux qui sont effectués sur ce ruisseau Comalville, puisqu'on était là aussi pour être démonstratif et le montrer. On est directement sur le territoire de Pleurmel. C'est pas le premier qu'on touche, c'est pas le premier qu'on regarde. On sait très bien, nous, ville de Pleurmel, l'impact qu'on peut avoir justement sur un cours d'eau, aussi petit soit-il, et justement, aussi petit soit-il, ça peut avoir des incidences générales sur l'ensemble. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et on y travaille et on y est justement sensible pour faire en sorte à ce que les situations ne se détériorent pas. Merci. Merci Patrick. Maintenant, je vais vous présenter succinctement les grandes lignes de notre contrat du bassin versant 2019-2024. Le Grand Bassin de Douce a déjà une longue histoire. Suite au problème de dégradation de la qualité de l'eau, surtout par les nitrates, des réserves d'eau potable,
M. Paul Ancelin, véritable bâtisseur de la politique locale, décide de créer un bassin versant expérimental en 1991. Vu le succès de ce bassin versant expérimental, concrétisé par la signature du premier contrat de bassin versant en 1996 sur l'Yvel-Yvette par la ministre Corinne Lepage, tous les bassins versants de l'Oust se fédèrent en 1998 pour prendre le nom du Grand Bassin d'Oust. Depuis, beaucoup de chemin a été fait. L'engagement des agriculteurs a permis de stopper puis d'inverser la courbe des nitrates. Nous nous situons aujourd'hui à moins de 40 mg de nitrates sur l'ensemble de notre territoire. L'engagement des agriculteurs, des collectivités et des particuliers a permis une domination des pesticides véhiculés dans nos rivières. Le programme pour S-Bocage et précédemment les autres programmes bocagers ont été un véritable succès sur notre territoire avec plus de 400 km plantés. Les programmes contrats restauration-entretien, devenus les contrats territoriaux de milieu aquatique, sont arrivés timidement au début. Maintenant, tout le monde en veut, ce qui n'est pas sans poser de problème à nos finances. Les interventions dans les écoles primaires et les lycées agricoles du territoire ont montré leur efficacité et leur utilité. Mais tout ceci reste fragile, aussi bien les résultats qualité-eau que l'avenir du Grand Bassin d'Oust avec la baisse des financements. Si nous avons souhaité organiser cette cérémonie de signature des contrats pluriannuels 2019-2024, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, rappeler que le Grand Bassin d'Oust travaille depuis longtemps avec une contractualisation de 5 ans avec ses financeurs toujours fidèles. Aujourd'hui, nous avons bâti une stratégie sur 6 ans avec un premier contrat d'engagement financier sur 3 ans. Que ce nouveau contrat est arrivé après une évaluation approfondie réalisée par un travail collectif de tous les intervenants du territoire pour définir les enjeux du nouveau contrat. Montrer à tous que seul le Grand Bassin d'Oust ne peut rien et que notre rôle est de tisser des liens forts avec tous les acteurs du territoire dont plusieurs sont signataires de ce nouveau contrat. L'occasion est trop belle de montrer l'orientation du Grand Bassin d'Oust et le consensus obtenu sur les objectifs et les actions que je cite par grand air. D'abord, les actions agricoles se font en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, les groupements d'agriculteurs bio, les coopératives, les fédérations d'écumars, les centres de gestion, les réseaux de développement agricole. Les actions aménagement du milieu, volet milieu aquatique et bocage, où les relations avec le monde agricole sont la première étape du travail. Les actions collectivités, où les relations avec les élus, mais aussi les services techniques, sont capitales, car c'est toujours un binôme qui fait avancer le dossier des pesticides. Réussir aujourd'hui à mettre tout le monde autour de la table montre l'évolution du Grand Bassin d'Oust et le besoin de sa pérennité pour son rôle de coordinateur entre tous les acteurs du territoire. Je tiens à remercier pour leur soutien indéfectible que nous apportent tous les financeurs et notamment l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, les 3 départements, Morbihan, Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine, les syndicats d'eau et plus particulièrement Eau du Morbihan qui assure une part très importante de notre autofinancement. Merci au président Aimé Kerberis d'avoir œuvré pour assurer son soutien dans ce contrat. Je remercie aussi la Chambre d'agriculture, M. Laurent Kerlir, mais aussi son prédécesseur, Yves Le Gourriérec, qui a su jouer l'ouverture entre le Grand Bassin d'Oust et le monde agricole. Merci également à la Fédération de pêche, qui assure le lien entre les associations locales et le Grand Bassin d'Oust dans des dossiers parfois complexes, des volets milieu aquatique et surtout concernant l'aménagement des ouvrages. Et devant vous, je voudrais remercier M. le Préfet et ses prédécesseurs qui ont su nous faire confiance pour la mission et associer les services de l'État toujours à notre écoute. Merci aux conseillers municipaux, aux délégués du syndicat mixte du Grand Bassin d'Oust et particulièrement à ceux qui siègent au comité syndical et qui le font vivre au quotidien. Merci à mes vice-présidents nombreux aujourd'hui, très investis et qui animent leur bassin versant, très attachés à leur rivière. Et merci à toute l'équipe du Grand Bassin d'Oust, sous la direction de Patrick Latouche, le directeur, et du responsable technique Laurent Greneux.
d'avoir réalisé un excellent travail qui nous conduit aujourd'hui à cette signature de contrat. Et je vous livre une petite anecdote. Lors de ma première rencontre avec monsieur le directeur d'agence de l'eau de Saint-Brieuc, monsieur Jean Placine, j'ai retenu que c'était un beau et bon contrat. Voilà ce qui est encourageant. Et je terminerai en remerciant nos 128 communes issues de 11 EPCI et nos 23 signataires, ce qui permet de lever plus de 7,5 millions pour notre territoire avec le bocage, dont 5,2 millions pour le GBO. Depuis le 1er janvier, ce sont les EPCI qui ont la compétence eau. Et je remercie les 11 EPCI de notre territoire d'avoir confié au syndicat mixte du Grand Bassin d'Oust la reconquête de la qualité de l'eau et la gestion des milieux aquatiques. Et je sais compter sur elle pour donner les moyens de poursuivre la mission du syndicat, car nous savons tous que l'eau, c'est notre trésor. Maintenant, je vais passer la parole à M. Jean Placine. Merci Monsieur le Président, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc c'est vrai, hein, Monsieur le Président, hein, ce que je vous avais dit quand on s'était rencontré la première fois, c'était tout à fait sincère et je pense que les éléments que vous avez indiqués et ceux que je vais aussi préciser montrent que c'est un contrat vraiment très important pour l'agence de l'eau et bien évidemment pour l'ensemble des acteurs du territoire. Il y a 27 masses d'eau dans un état moins que bon sur ce territoire. Ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, l'histoire l'a montré qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur ce territoire, sur ce grand territoire, sur ce vaste territoire. Il y a beaucoup d'acteurs historiques qui se sont impliqués, mais néanmoins il reste encore du travail pour atteindre les objectifs d'usage. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a 4 enjeux encore présents sur ce territoire, nitrate, phosphore, pesticides, et on l'a vu aujourd'hui, là, avec l'exemple que nous avons visité tout à l'heure, l'ensemble des travaux sur les milieux aquatiques, soit pour la restauration morphologique des cours d'eau, soit pour la continuité écologique des cours d'eau. Avec ce nouveau contrat, je pense que vous avez effectivement l'ensemble des moyens pour relever ce défi. Ce nouveau contrat, ainsi que le contrat avec la région, qui regroupe 8 bassins versants, qui mutualise 7 anciens contrats territoriaux, qui associe 12 maîtres d'ouvrage. Et pour tout vous dire, c'est le plus gros contrat de l'agence de l'eau au niveau de la région Bretagne. Ça veut dire que les moyens ont été mis en œuvre, que la mutualisation des énergies, que la mutualisation des acteurs va permettre aujourd'hui de pouvoir avoir un plan d'action ambitieux pour ce territoire. Et l'ambition, Monsieur le Président, elle est très proche des objectifs d'usage. Aujourd'hui, vous savez, le programme de mesure qui définit l'ensemble des travaux qui sont nécessaires pour atteindre le bon état sur un territoire, il annonce à peu près 30 millions d'euros de travaux à faire. Vous allez en faire plus de 7 avec ce contrat territorial. Il y a du chemin à faire, bien évidemment, mais si dans la deuxième période à venir, 2022-2024, on change encore un petit peu plus de braquet comme vous le faites aujourd'hui, eh bien ça veut dire qu'on ne sera pas très loin d'un très bon résultat sur ce territoire. Et je crois que c'est ça le point très important et ce qui doit encourager tous les acteurs à continuer le travail historiquement qui a été mené sur ce territoire et à aller encore plus loin parce que finalement le résultat et les objectifs ils ne sont pas si loin que ça et on peut les atteindre dans les années à venir. Je disais le plus gros territoire, plus gros contrat pour l'agence de l'eau. Effectivement, il y a 170 000 hectares de surface collective sur ce territoire du Grand Bassin d'Oust. Il y a 4600 km de cours d'eau, donc effectivement les défis sont importants. Vous l'avez signalé aussi, Monsieur le Président, ce nouveau contrat il est construit sur le bilan du dernier contrat. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des effets correctifs qui vont être mis en œuvre par rapport aux points faibles qui ont été soulevés par le dernier contrat. Je pense notamment effectivement à l'animation agricole, par exemple, qui effectivement, je pense, va être un point important de ce nouveau contrat et sur lequel il y a eu une attention très forte qui a été portée. D'ailleurs, point que nous suivrons, nous, avec attention. Le programme est ambitieux, je le disais, le soutien est fort aussi de l'ensemble des partenaires, un programme de plus de 7 millions d'euros de travaux, financé par l'agence à hauteur de 3,2 millions, c'est-à-dire à peu près à 45%. Donc vous voyez, l'agence continuera à être à vos côtés. L'agence, je dirais, vous soutiendra, même si, et c'est ce que nous souhaitons,
vous allez encore plus loin dans la réalisation de votre programme d'action, et si effectivement dans les années à venir vous renforcez de par la mutualisation que vous avez mis en œuvre ces actions, on continuera à vous suivre, même si ça nécessite des engagements financiers plus importants de notre part. C'est donc un moment important pour l'agence. Notre directeur général aurait bien aimé être présent avec nous, je l'en excuse, il est retenu par une visite ministérielle en Mayenne. Mais le moment effectivement est important parce que c'est ce qui va nous permettre sur ce territoire de continuer les actions et puis nos objectifs d'âge 2021 eh bien, de se rapprocher encore plus. Donc je remercie bien évidemment tous les acteurs, tous les financeurs pour continuer l'ensemble des actions que ce territoire mène avec succès depuis plein d'années. Merci M. Tassine pour les mots encourageants. Et maintenant, je vais demander à Laurent Kerlir d'intervenir pour vous faire savoir les relations que nous avons entre le GPO et le monde agricole. Merci André, bonjour à tous. Monsieur le préfet, merci d'être parmi nous. Monsieur le député, chers collègues, mesdames, messieurs les élus. D'abord, effectivement, une satisfaction par rapport à cette confiance qu'on a entre nous, le GBO et la profession agricole. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et les résultats sont au rendez-vous. On était à plus de 60 mg un certain temps, je ne vais pas dire même plus. Voilà, on risquait de passer en bassin versant contentieux. Donc on a eu la confiance, effectivement, je vous disais tout à l'heure, monsieur le préfet, votre prédécesseur, monsieur Savine, nous a fait confiance sur un programme d'action très volontaire au-delà du réglementaire. On s'est pris en main pour aller effectivement au-delà du réglementaire, anticiper la mise en place des couverts végétaux. Enfin, on a mis pas mal de choses en place et le résultat est plutôt satisfaisant. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets d'insister sur cette confiance. On aimerait que sur tous les territoires il y ait cette même confiance, parce que trop souvent il y a de la défiance envers la profession. On voit aujourd'hui, mes collègues du syndicalisme étaient encore en action les jours derniers, hier encore par rapport à cet agribashing. Voilà, l'idée de dire c'est que quand on nous fait confiance, on est capable de faire des choses. Sur les nitrates, on l'a fait, c'est pas fini, on devra toujours être vigilant sur les nitrates. Il y a des nouveaux enjeux qui sont dans ce nouveau programme d'action, notamment phyto et phosphore, donc tout ce qui est dispositif anti-érosif. Là aussi, avec le préfet Cadeau, on avait mis en son temps en région la doctrine phosphore en Bretagne avec Brace Bocage, qui, je suis un peu, pas trop content, on aurait pu faire beaucoup mieux. Là aussi, si on avait eu confiance les uns envers les autres, et on aurait pu faire beaucoup mieux dans Brace Bocage. Bon, le résultat est là. Je pense qu'on n'a pas fait assez confiance à la profession à l'époque sur le sujet. Remercier aussi forcément les financeurs dans cet accompagnement. Je dois le redire, on oublie souvent, la Chambre finance aussi. En tant que voilà, elle est aussi financeur des actions, on l'oublie trop souvent, elle met de l'impôt sur le sujet. Alors en ces moments où, n'est-ce pas Paul, on avait des grandes discussions à l'Assemblée nationale cette semaine par rapport au budget des chambres d'agriculture, il faut le redire, on met aussi de l'impôt chambre sur ces actions, et un petit remerciement quand même au passage aux députés qui ont évité ce prélèvement des 15% de la taxe aux chambres. Quelques mots sur le nouveau programme, effectivement. Voilà, l'idée de cette implication sur un tiers des communes, je crois, ont été ciblées pour aller faire des dispositifs particuliers sur ce dispositif anti-érosif. Donc voilà, là aussi, la Chambre, dans son rôle de coordinateur des prescripteurs, a un vrai rôle. C'est ce qu'on avait fait déjà dans l'ancien programme. C'est à nouveau l'idée là de réunir la grande famille agricole et de pousser et d'amener tous les agriculteurs à avancer dans les nouveaux enjeux. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'on a cette volonté d'avancer dans la construction, on le fait sur d'autres domaines, et sur le sujet des phytos, qui est quand même, où on en discute beaucoup aujourd'hui, la charte riverain est en discussion avec la préfète de région, on a écrit une charte, alors... je sais que ça a fait aussi débat au conseil régional Thierry. Donc voilà, l'idée là aussi qu'on se mette autour de la table, qu'on n'aille pas... on a vu certains maires aller beaucoup trop loin, et on n'était pas dans le dialogue, mais plutôt dans l'affrontement.
Là, je pense qu'il faut se mettre autour de la table, autour d'un vrai dialogue pour continuer à avancer sur cet enjeu phytosanitaire. Mais voilà, les alternatives arrivent, mais c'est en faisant les choses progressivement par la discussion qu'on arrivera. Je vous remercie. Merci Laurent. Maintenant, je vais demander à... Je prends. Bon, je vais parler fort. Je vais demander à Aimé Kergueris de vouloir venir dire un petit mot, puisque c'est le président de Haut du Morbihan, donc très concerné par la qualité de l'eau, évidemment. Merci André, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs, mes chers amis. Haut du Morbihan et le grand bassin de l'Oust sont des partenaires de longue date, depuis le début. Au-delà des complémentarités techniques, Haut du Morbihan apporte depuis l'origine son soutien financier à cette structure, intervenant directement à l'échelle hydrographique, cohérente, pertinente, en mutualisant l'ingénierie et les moyens, principes qui nous sont particulièrement chers. Nos deux structures se retrouvent en effet sur des intérêts convergents. Une eau de qualité, en quantité suffisante, est indispensable pour l'alimentation en eau potable. Les actions en matière de qualité de l'eau brute à l'échelle des bassins versants menées par le GBO sont connues et reconnues par l'ensemble des acteurs, notamment dans le domaine des pollutions diffuses. De son côté, la nécessaire protection des captages des eaux destinés à la consommation humaine concourt à la protection globale des milieux et renforce les messages et les interventions sur la nécessité de préserver la ressource en eau. Ces enjeux de qualité sont également confrontés à des enjeux quantitatifs face à l'évolution démographique, économique, dans un contexte de changement climatique. En application de nouvelles modalités d'intervention financière et technique décidées par Haut du Morbihan, ce partenariat historique avec le syndicat mixte du GBO a donc vocation à se renforcer par des actions communes plus ciblées sur la protection des ressources pour l'eau potable et notamment dans les périmètres de protection et les aires d'alimentation de captage. Le contexte évolue, les moyens sont plus contraints, il nous faut adapter nos structures et nos actions en permanence, être agile, comme le veut la dernière expression à la mode. Au travers de ce contrat 2019-2021, qu'Haut du Morbihan est heureux d'accompagner, je ne doute pas que nous saurons collectivement nous adapter et répondre aux nombreux défis qui nous attendent, tout en assurant la pérennité d'actions qui ont du sens et ont démontré toute leur efficacité avec l'aide aussi du SNG 35. Je vous remercie. Merci Aimé. Maintenant, je vais demander à Thierry Deveau, vice-président de la région et président du comité de bassin Loire-Bretagne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, chers amis, Mesdames, non, il n'y a même plus de dames. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous en tant que vice-président de la région Bretagne, représentant Loïc Chenet-Girard, notre président, saluer bien sûr notre député Paul Wallac, pour vous dire quelques mots au nom du Conseil régional de Bretagne et peut-être plus globalement sur la politique de l'eau, sur le comité de bassin et sur la solidarité. D'abord, Monsieur le Président, nous avons fêté vos 20 ans il y a quelques semaines de cela, ou quelques mois, et c'était déjà, ça a été déjà l'occasion
de rappeler tout le travail qui a été réalisé par le syndicat mixte ici. Et franchement, je voudrais saluer le travail parce que c'est facile de parler de solidarité quand on est très loin. Mais quand il faut l'organiser dans les territoires, là c'est plus compliqué. Alors entre les communes, entre les intercommunalités, entre des périmètres départementaux qui ne sont pas les mêmes, et on mesure la complexité de l'exercice. Et franchement, d'abord d'avoir réussi à mettre ça en place, à faire vivre, avec tout ce qui a bousculé récemment, je dirais, les territoires de France à travers la loi NOTRe, eh ben chapeau. Je crois que ces outils sont absolument nécessaires pour réussir la reconquête de la qualité des eaux, qui est un enjeu majeur pour demain. Outil nécessaire car c'est bien par les territoires et avec les territoires qu'on réussira la reconquête de la qualité des eaux. Et c'est surtout pas sans les acteurs, et c'est surtout pas en les opposant. Et encore une fois, on peut avoir des avis divergents. Mais l'essentiel, c'est d'en parler et de trouver des compromis. Et ça, seuls les espaces territoriaux peuvent le permettre. Donc la proximité dans l'action est une nécessité absolue. La cohérence hydrographique, bien évidemment. Et vous êtes sur le bassin versant de la Vilaine. Et sachez que l'eau que vous protégez ici va contribuer aussi à la protection des populations sur Rennes et peut-être demain même sur Saint-Malo. Ça, c'est une réalité. Donc le travail que vous faites, il est essentiel. C'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est sur les résultats. Que la Bretagne, vous savez, on sort d'une situation un peu délicate quand même. Première région de France à rentrer dans les contentieux européens, avec des dépassements, comme disait Laurent tout à l'heure, supérieurs à 50 mg par litre. Et moi, le costard marocain, je peux vous dire qu'on en a bavé. Et qu'on en bave encore. Il suffit de regarder la saison estivale qu'on a passée en baie de Saint-Brieuc sur la question des algues vertes. Mais une chose est certaine, monsieur le préfet, c'est qu'il n'y a pas une région en France, et peut-être ailleurs, en Europe, qui est aussi mobilisée que sur le sujet qu'en Bretagne. Il n'y en a pas eu. Et moi qui préside depuis quelques mois le comité de bassin Loire-Bretagne, quand je dis à mes collègues du Massif central, de Bourgogne, des Pays de Loire, ce qu'on fait ici, ils me disent chapeau. Parce que là-bas, ils n'ont encore pas tout à fait compris comment fonctionnaient les actions bassin versant en Bretagne. Je vous rappelle qu'au moment où on parle ici, 40%, enfin pas tout à fait, mais enfin on va dire 40% des masses d'eau sont conformes en Bretagne. Quand en Pays de Loire, 11% des masses d'eau conformes. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder la carte régionale. 70% des masses d'eau conformes en Finistère. Un peu plus de 50% en Côte d'Armor, Morbihan. 7% en Ille-et-Vilaine. Et pour les anciens, Aimé, ou les jeunes anciens, excuse-moi Aimé, vous vous rappelez le débat, c'était de dire les mauvais élèves, c'était les costards mauricains et les finistériens. Parce qu'on avait laissé, soi-disant, faire un peu tout et n'importe quoi en matière de développement agricole. Alors qu'est-ce qu'on a pris, hein? Et on a pris, mais on a fait le boulot. Et encore une fois, la référence, c'est le Finistère. Donc, comme quoi, on peut concilier économie et écologie. Mais dans une démarche positive, constructive, co-constructive. Et en respectant, encore une fois, les agriculteurs et les associations de protection de l'environnement. Parce que les uns et les autres ont leur rôle à jouer dans tout ça. Et quand je dis les associations de protection de l'environnement, je pense aux pêcheurs, je pense à tous les acteurs du milieu. Parce que personne, y compris les agriculteurs bien sûr, ne peut vivre dans un milieu qui ne sera pas de qualité. Donc l'eau va devenir un sujet majeur. Donc voilà où on en est aujourd'hui, et Jean Placine a bien fixé la feuille de route, on va continuer à progresser. On a des objectifs, parce que de toute façon, sans eau, on n'y arrivera pas. Alors, ce que je voudrais vous dire, avant de revenir sur un propos que Patrick a tenu tout à l'heure, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'enjeu de l'eau est un enjeu qui va devenir, mais alors, je crois, déterminant, essentiel, capital, je ne sais pas quel terme utiliser. Mais en tout cas, les territoires qui auront une eau en quantité et en qualité auront des longueurs d'avance par rapport aux autres.
Je vous rappelle que la plus grande cause de migration dans le monde demain, c'est le réchauffement climatique, bien sûr, mais ce n'est pas le réchauffement climatique. C'est surtout une conséquence du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'eau dans certains territoires. Et on parle aujourd'hui, en 2050, de 150 millions de migrants dans le monde, liés uniquement au fait qu'il n'y aura plus d'eau dans certains territoires. C'est ce qu'on vit d'ailleurs, c'est ce qui est vécu d'ailleurs. Déjà, pas loin de chez nous. Alors on se dit, nous les Bretons, oh bah, nous de toute façon on est servis, hein, regardez, hein, ça tombe. Oui, mais sauf que quand ça tombe 1,50 m dans les monts d'Arrée, ça tombe 550 mm dans le bassin rennais. Soit quasiment 3 fois moins. Et devinez où sont les besoins en eau supplémentaires aujourd'hui? Ils sont où? Ils ne sont pas à l'ouest, malheureusement, ils sont à l'est. Et là, on va vite se rendre compte que les territoires qui ont une eau de qualité et en quantité sont les territoires qui, en Bretagne, ont quelques difficultés, on va dire comme ça. Ont quelques difficultés. Et à l'inverse, les territoires qui ont besoin de plus d'eau pour se développer, pour attirer des nouvelles populations, ben c'est les territoires qui n'en ont pas. Donc là, à un moment donné, on va arriver quand même à une difficulté majeure. C'est que la question de finalement de la solidarité entre les uns et les autres. C'est-à-dire que on ne pourra pas continuer à dire que les têtes de bassin versants, mon cher Jean-Noël, ce que j'ai dit l'autre jour à Plémet, là où justement il y a une forme de déprise, ces territoires perdent de la population ou ont du mal à les conserver, perdent du service public, on leur demande de protéger les têtes de bassin versants pour évidemment une eau qui sera utilisée en aval. Bon, ok, mais avec quelle contrepartie? Et je pense aux contreparties financières. Et là, il y a une question de solidarité. Amont, aval, ville, campagne, centre-Bretagne, littoraux, qu'il va falloir mettre en œuvre. Parce que si on veut que le dispositif fonctionne, ben, il faudra qu'à un moment donné, que les efforts qui sont consentis par les uns au bénéfice des autres puissent être aussi rétribués. C'est une question fondamentale de solidarité. Mon cher Patrick, tu connais le débat au niveau régional, je sais ton soutien, et je l'apprécie, mais c'est un débat de fond pour la Bretagne. C'est un débat de fond pour la Bretagne. Et quand on rajoute à cela, monsieur le préfet, et je l'ai dit à madame la ministre Emmanuelle Vargon, qui s'occupe des assises de l'eau, je lui ai dit la chose suivante: aujourd'hui, tout est fait en France en termes de fiscalité pour encourager l'artificialisation des sols. Tout est fait. C'est-à-dire que plus vous urbanisez, plus vous empiétez sur les terres agricoles, plus vous construisez des bâtiments, des hangars, des zones d'activité, tout le reste, plus vous avez des fiscalités. Et c'est pas anodin. Je vais vous raconter une anecdote. À côté de chez moi, Plogat, il y a une base Lidl qui va s'installer. Elle va consommer, mon cher Laurent, 20 hectares de terre agricole pour faire un bâtiment de 5 hectares. Résultat pour la collectivité qui va recevoir 150 000 € de taxes par an. Juste à côté, pour ceux qui connaissent du côté de Montbriac, des communes comme Quérien ou Magoire, tête de bassin versant du Trieux, 40 à 50% du territoire en tête de bassin versant ou en zone humide, ou en fond de vallée. Classement, zone de protection. Résultat pour la DGF de ces communes, 0. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Donc si on veut changer les choses, il faudra aussi que, si on veut être à la hauteur des accords de Paris, il faudra aussi que la fiscalité locale encourage la préservation des espaces. Et quand je dis ça, encourage aussi le travail qui sera fait par les uns et par les autres, et notamment par la profession agricole à travers les programmes de solidarité, ou enfin je ne sais plus comment ils appellent, PSE, là, service rendu à l'environnement. Il faudra qu'à un moment donné, on ait des rémunérations. Alors ça pose la question des solidarités. C'est pas à aimer que je vais dire ça parce que je sais que le pauvre il a du mal. Les riches ils ne veulent toujours pas payer. Les pauvres ils sont toujours prêts à être solidaires. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que ce combat, hein, mon cher président, on le mène collectivement. On le mène collectivement. Je sais que c'est une question essentielle. Mais en tout cas, ça mérite bien, l'enjeu de la reconquête de la qualité des eaux mérite bien cette solidarité bretonne que l'on devra imaginer.
Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, chers amis. Merci Thierry. Et maintenant, je vais demander à notre député, Paul, de prendre en compte ce que Thierry a dit. Les lois sont faites par les députés. Non, Dédé, tu veux déjà me dire ce que j'ai à faire, c'est ça? Donc, bonjour à tous. Alors, quelque part, on revient de loin, puisque j'ai un attachement particulier à ce territoire. La parcelle qui est juste en dessous, là, je l'ai cultivée quand j'étais plus jeune. Donc, on revient de loin parce que je me souviens d'une époque qui n'est pas si éloignée que ça, une trentaine d'années, où finalement la zone humide devait être drainée, le ruisseau devait être le plus droit possible, était recreusé, et pour que l'eau s'en aille le plus rapidement possible, et le bon talus et la bonne haie, c'était celle qui n'existait pas. Donc forcément c'était ça, hein. Je me souviens d'ailleurs, j'étais là au moment où votre prédécesseur, c'est de la DDA à cette époque-là, passait et il est arrivé, il a dit bon bah c'était là on l'enlève, celle-là on l'enlève, mon père était juste derrière, il n'a même pas demandé son avis. Donc c'était beau quand même l'autorité à cette époque-là. Bref, on a vu que ça nous a conduit à avoir un certain nombre de problèmes environnementaux et donc de changer progressivement nos pratiques, forcément. Et je dirais qu'on en prend de plus en plus conscience. Alors moi je suis content de voir tous les acteurs parce que je suis aussi quelqu'un qui pense que la loi souvent ne fait qu'entériner ce qui existe déjà et que la loi c'est pas forcément novateur. En plus la loi peut avoir un aspect brutal, pour dire les choses clairement. Donc quand on peut s'arranger avant, et tout à l'heure tu as dit quelque chose qui était intéressant, c'est-à-dire que nous allons au-delà de la réglementation. C'est-à-dire que les collectivités locales, parfois, avec les agences de bassin, etc., sont capables de dire, bon, bah là, ce serait bien qu'on aille plus loin, qu'on fasse des conventions, et c'est ce qu'on a fait au niveau de la région Bretagne, Thierry, puisqu'on a conventionné avec les agriculteurs pour qu'ils mettent en place des mesures agro-environnementales, et favorisant l'autonomie des exploitations, c'est-à-dire qu'on ne va plus importer de soja ou de choses comme ça, alors on le fait encore bien sûr, mais ceux qui ont choisi ça arrivent à le faire, en tout cas un certain nombre d'entre eux, et puis on peut avoir des... Eh bien tout simplement ça évite aussi d'avoir plus de pesticides et d'avoir plus d'engrais chimiques. Donc on voit bien qu'on a pris conscience, on avance, mais on peut le faire qu'effectivement si tous les acteurs différents qui utilisent l'environnement eh bien, arrivent aussi à se mettre d'accord. Parce que sinon, c'est une foire d'empoigne et finalement, on n'avance pas beaucoup. On a une particularité en Bretagne, c'est vrai qu'on se dit les choses, quelquefois de façon un peu claire, mais on arrive souvent à se mettre d'accord, puisqu'on me dit à Paris que, par exemple, que on va enlever des sommes aux régions pour faire les mesures agro-environnementales parce qu'elles ne font pas bien. Alors on leur dit, bah attendez, vous avez vu ce qu'on a fait chez nous. Ils disent, ah oui, mais vous les Bretons, vous êtes à part. Ah bon? Oui, parce que vous arrivez à vous mettre d'accord, vous arrivez à avancer. Donc on leur dit, dans ces cas-là, bah, enlevez-les pour ceux qui ne travaillent pas, mais laissez-nous nos façons de faire et l'argent pour qu'on puisse le faire directement chez nous. Alors, monsieur le préfet, je l'ai déjà dit à tout le monde, hein, je vous rassure au gouvernement. Bon, quelquefois, ils sont un peu durs d'oreille. Enfin bon, on continuera. Donc, je crois effectivement à cette contractualisation et je crois qu'on avance ensemble, peut-être un peu plus lentement parce qu'il faut se mettre d'accord, mais dans ces cas-là, on va plus loin. Donc, c'est ce que je souhaite et dans ma façon de procéder, je crois que c'est toujours la meilleure façon de faire. Voilà. Donc si j'ai un message à donner, c'est parlez-vous, engueulez-vous si vous voulez, mais après trouvez les moyens de marcher ensemble sur la même route, dans la même direction. Voilà. Je vous remercie. Merci Paul. Maintenant j'invite le préfet à clore le débat. Bien, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le vice-président du conseil régional, mesdames, messieurs les vice-présidents des collectivités, agences, des
département 22, 56 et 35 également, mesdames, messieurs les élus, représentants de la DDTM, de l'Agence de l'eau, monsieur le président de l'eau du Morbihan, et j'en oublie, veuillez m'excuser, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Si je suis en tenue, c'est évidemment pour saluer cette signature, mais aussi parce que j'étais en visite officielle avec la ministre des Armées, et c'est pour ça que je suis venu dans la foulée ici. Alors, je vais vous dire ce qui n'est pas écrit encore dans mon discours. D'abord, je suis très heureux de trouver des têtes connues depuis quelques dizaines d'années, que je salue bien amicalement, mais aussi pour vous dire trois choses. D'abord, pour marquer l'intérêt de l'État et du représentant de l'État à ce que vous avez fait, à ce que vous faites ici, pour ce qui est un enjeu vital, l'eau. Vous cherchez tout à l'heure le terme, mais je pense que c'est vital qui vous manquait, puisque sans eau, nous ne sommes rien. Et on voit bien effectivement que c'est l'eau bientôt qui déjà font bouger des populations et des populations. Donc je voulais saluer et marquer l'intérêt de l'État, bien évidemment, pour ces travaux. Ensuite, saluer et remercier l'ensemble des acteurs qui ont conduit à la signature de ce contrat territorial, qu'ils soient élus, bien évidemment, qu'ils soient fonctionnaires, mais aussi qu'ils soient des associations de défense de l'environnement et agriculteurs. Parce que ce que vous avez fait ici, c'est aussi la preuve qu'on peut, sur des thèmes aussi complexes, aussi essentiels que l'eau, travailler à arrêter l'agribashing ou arrêter aussi des positions parfois trop fermes, trop virulentes, les uns contre les autres, entre associations, agriculteurs, élus ou citoyens. Et ça, je pense que c'était à signaler. Enfin, et avant de terminer mon discours un peu plus formel, je voulais aussi dire à celles et ceux qui hésitent encore, au moment de l'apéro, le soir, à boire 2-3 apéros et prendre la route, que l'eau est bonne et il faut en boire. Donc je ne reviens pas à ce qui a été dit sur l'ensemble des aspects techniques qui ont été bien exposés certainement sur la visite que j'ai ratée compte tenu de mon arrivée un peu tardive, mais que j'ai pu apprécier avec la vidéo que vous avez projetée. Je préférais plutôt conclure cette prise de parole en prenant un peu de hauteur pour mieux saluer la qualité du travail autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui et réunis de façon très très nombreuse. J'ai récemment commencé la lecture d'un petit ouvrage de mon ami et académicien Eric Orsena intitulé « L'avenir de l'eau, petit précis de mondialisation ». J'ai lu cette phrase que je cite, « Sous des dehors bénins, l'eau adore agresser. Elle n'y peut rien. C'est sa nature, les minéraux et les roches sont ses premières victimes. » C'est certes le cas, mais j'aimerais ajouter qu'une eau transformée par les pratiques humaines agresse également en retour l'homme et son environnement. Si nous sommes aussi nombreux aujourd'hui, c'est que l'eau est une compétence essentielle et historique des élus locaux. Et face à cela, il existe une grande disparité de moyens qui a longtemps conduit les zones rurales à assumer très difficilement cette compétence. Mais parce que ces zones sont les premières à souffrir d'une altération de la qualité de l'eau, tant pour la consommation que pour l'évolution morphologique de l'environnement, le gouvernement a décidé dès le début du quinquennat de donner des moyens d'action aux collectivités qui sont à la hauteur de nos ambitions écologiques. Si l'État et les collectivités s'impliquent autant, je salue là de la région au département, aux intercos, aux collectivités, c'est parce que la politique de l'eau est à l'image de l'eau elle-même. Ces transformations sont profondes et séculaires. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous devrons en rendre compte à nos enfants, car c'est leur monde qui en sera affecté. Ce que nous faisons aujourd'hui, enfin, c'est travailler au carrefour de nombreuses institutions et de nombreuses politiques, ce qui constitue à mes yeux l'exemple type de la démarche partenariale qui était l'espoir des vagues de décentralisation. Car enfin, les politiques de l'eau, et même si on se limite à la régulation, ce sont des problématiques de santé publique, avec des normes de qualité à respecter pour les eaux de consommation et eaux usées. Des problématiques de sécurité publique, avec des enjeux de construction des ouvrages hydrauliques et de protection contre les crues. Des enjeux de concurrence en matière de tarification dans un domaine propice au monopole. Un enjeu écologique de protection des écosystèmes et de la biodiversité. Et enfin, un enjeu d'information des usagers qui ont besoin d'un éclairage limpide, si je puis dire, afin de mieux gérer leur consommation et promouvoir des réflexes citoyens. C'est en somme une politique au confluent des politiques dont chacune ne peut être menée ni indépendamment des autres, ni de manière autonome par une collectivité ou l'État. Pour toutes ces raisons, je tiens à saluer le travail qui a été accompli ici et qui témoigne de la qualité de la coopération interinstitutionnelle auquel j'ajoute bien volontiers l'ensemble des associations et bien évidemment la Chambre d'agriculture. Merci.